avoir deux intervenants pour ces propos conclusifs. D'abord, Madame Laure Bédier. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que j'avais été extrêmement intéressée par les propos tenus ce matin, d'abord par le fond des propos, mais aussi parce qu'ils reflètent, puisque ça m'a donné l'occasion de voir pour la première fois que finalement le droit de la commande publique, qu'on considère comme un droit rigide, inadapté à la vie économique, était peut-être plus adapté que le droit applicable au contrat privé. Je vais vous détailler un peu ce qui est applicable au contrat de la commande publique. Ça a été évoqué par certains d'entre vous. Je vais le faire plus en détail, puisque c'est bien la seule chose que je connais. Peut-être avant de rentrer dans le détail, je voulais aussi vous dire que ce qu'on appelle parfois couramment la VEFA publique est en fait un marché public de travaux. Vous savez, c'est la disposition du Code de la commande publique qui permet à l'acheteur public d'acheter une part minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire. J'ai lu dans différents articles de doctrine le terme de VEFA public, mais ça reste bien un marché de travaux et marché public de travaux, est soumis comme tel aux différentes dispositions du Code de la commande publique, rappelées, et on y reviendra, par les circulaires qui ont été publiées récemment. Donc, je vais peut-être reprendre le plan de cette matinée et commencer par évoquer ce qu'on peut faire pour les contrats à venir. Tout ça a été rappelé par la circulaire du 30 mars 2022, qui insiste, donc qui est adressée aux acheteurs de l'État, aux acheteurs des collectivités territoriales, aux établissements publics, mais également à tous les acteurs qui sont soumis aux règles de la commande publique. Et le Premier ministre invitait aussi les autres acheteurs à s'inspirer de ces dispositions pour pouvoir adapter leurs contrats. Et effectivement, il a été mentionné qu'on faisait référence à la théorie de l'imprévision et à l'article 1195 du Code civil. C'était vraiment une circulaire qui se voulait globale, même si elle visait principalement les acheteurs publics. Donc cette circulaire rappelle l'obligation, incite à prévoir une clause de révision des prix et rappelle que c'est obligatoire dans un certain nombre de cas, et notamment, et ça a été aussi évoqué, lorsqu'on est en présence d'un marché d'une durée supérieure à 3 mois et qui nécessite le recours à une part importante de fournitures dont le prix est affecté par les fluctuations des cours mondiaux. Donc il y a obligation de prévoir en marché public de travaux une clause de révision des prix lorsque le marché est supérieur à 3 mois, ce qui est assez souvent le cas. Donc je l'ai dit, cette clause de révision de prix est donc applicable à l'ensemble des acheteurs soumis au Code de la commande publique, et pour rebondir ce qui a été dit par Madame Béatrice Guénard-Salin, donc applicable aussi aux opérateurs HLM, ce qui, je sais, est un sujet de discussion, mais la réponse a été faite effectivement dans une question ministérielle et nous l'avons rappelé dans une fiche sur le site de la Direction des affaires juridiques. La circulaire rappelle également que les acheteurs ne doivent pas prévoir de clause butoir ou de clause de sauvegarde, parce que ce type de clause, finalement, elle vide les clauses de révision de prix d'une grande partie de leur portée. Donc le gouvernement, encore une fois, encourage à éviter ce type de clause butoir. Et puis, elle rappelle également qu'il est nécessaire, et c'était une demande de la Fédération française du bâtiment, de ne pas émettre un ordre de service unique pour le commencement des travaux lorsqu'il y a plusieurs intervenants. Parce qu'évidemment, celui qui intervient à la fin, il va avoir le même prix que celui qui intervient au début, ce qui pose, lorsqu'il y a des clauses de révision de prix, ce qui pose des difficultés. Pour les contrats en cours, alors là, les choses sont un peu plus compliquées, puisqu'il y a eu beaucoup de discussions, vous l'avez peut-être vu dans la presse, sur ce qu'on pouvait exactement faire. Alors, ce qui est relativement consensuel et qui est rappelé dans la circulaire, c'est qu'il est possible pour l'acheteur d'aménager les délais d'exécution pour tenir compte, effectivement, des délais de retard. La circulaire encourage également à ne pas appliquer les pénalités et à suspendre l'exécution aux frais et risques du titulaire. Tout ça, c'est des choses très commande publique. Alors, je ne sais pas si effectivement dans la salle, ça vous dit quelque chose. Je vous le mentionne tout de même parce que ça permet de voir effectivement tout ce que prévoit le droit de la commande publique par rapport au droit applicable au contrat privé.
La circulaire encourage également à respecter les délais de paiement. Ça a été évoqué dans la salle. Alors, ce n'est pas dans la circulaire du 30 mars, mais ça fait référence à la circulaire antérieure qui a été publiée en juillet 2021 et qui, elle, avait un passage assez important sur ce sujet. Alors, cette circulaire également, et ça a été aussi assez longuement évoqué, rappelle les modalités d'application de la théorie de l'imprévision. Et on est allé assez loin dans le détail. On l'avait déjà évoqué dans la circulaire du mois de juillet 2021, mais dans cette circulaire de mars 2022, on a été très loin, d'ailleurs à la demande d'un certain nombre d'acteurs publics et d'acteurs économiques, et on a repris ce qu'on avait fait en 1974, à un moment du choc pétrolier, et donc en essayant de donner des éléments précis pour pouvoir appliquer cette théorie, qui est une théorie centenaire ancienne, dont on ne pouvait pas imaginer un jour qu'elle serait aussi débattue et appliquée. Et donc voilà, il nous a semblé important d'essayer de se montrer assez créatif, parce que la jurisprudence, elle n'était pas si fournie que ça, pour savoir comment appliquer cette théorie. Et donc on a repris le seuil de déclenchement qui a été évoqué dans la circulaire de 1974, c'est-à-dire que lorsque le bouleversement représente plus de 1/15 du montant hors taxe du marché, on peut considérer qu'on est dans la théorie de l'imprévision, et donc le titulaire du contrat peut se voir verser une indemnité d'imprévision. On rappelle aussi que cette indemnité d'imprévision, elle ne couvre pas 100% bien sûr de ces charges nouvelles, et elle peut représenter jusqu'à 90% des charges. Donc en gros, il y aura 10%, mais ça aussi ça a été rappelé, qui est laissé au titulaire. Et puis la circulaire recommande également de verser cette indemnité sous forme d'acompte prévisionnel, c'est-à-dire de ne pas attendre la fin de la période de bouleversement du contrat pour la verser, puisque ça ne sert à rien. À ce moment-là, l'entreprise est déjà en situation extrêmement difficile, et donc de la verser au fur et à mesure. Donc voilà, une description assez précise, aussi précise que possible, de ce que pourrait être l'indemnité d'imprévision, sachant que par définition, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'exemples d'application. Ça, c'est sur la partie plus consensuelle de la circulaire. Sur la partie un peu plus débattue, c'est la portée donnée à un article du Code de la commande publique, qui est l'article R 2194-5, et qui prévoit la possibilité de modifier le marché, donc en l'occurrence le marché public de travaux, lorsque cette modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acteur diligent ne pouvait prévoir. On peut considérer qu'effectivement, ce qui se passe actuellement, c'est bien des circonstances qu'un acteur diligent ne pouvait prévoir. Je sais qu'il y a eu des débats pour savoir si on pouvait prévoir la guerre. Moi, j'ai tendance à considérer qu'on est tout de même dans des circonstances qu'on ne pouvait prévoir. Mais la difficulté, c'est de savoir exactement ce que permet de faire cet article. Et la position de la circulaire, qui est une position prudente, est de dire qu'elle ne permet pas de modifier juste le prix, mais qu'elle permet simplement, lorsqu'il y a une modification à la fois des spécifications techniques du marché, c'est-à-dire que par exemple il y a un matériau qui est indisponible, on le remplace par un autre, donc à ce moment-là on peut modifier le prix. Ou on modifie le périmètre du marché pour des mêmes raisons liées à ces circonstances exceptionnelles, et là on peut modifier le prix. En revanche, nous avons déconseillé de pouvoir modifier le prix sec sans modification du marché. Alors, je rappelle qu'en plus, cette modification permet de bouger jusqu'à 50% du montant du marché, et chaque modification rendue nécessaire. Donc ça conduit à une modification très importante du contrat, raison pour laquelle, effectivement, il nous a semblé important d'avoir plutôt une interprétation restrictive de la portée de cet article, sachant que, par ailleurs, nous n'avions aucune jurisprudence sur la manière d'interpréter cet article. Alors, il y a eu un certain nombre de voix qui se sont élevées en considérant que la théorie de l'imprévision était difficile à appliquer, quand bien même nous avons essayé de donner des éléments plus concrets. Il s'agit d'une indemnité en plus extra-contractuelle. Donc du coup, il faut, et on le recommandait dans la circulaire, non pas modifier le contrat lui-même, mais faire une forme de transaction contrat à côté pour pouvoir verser cette indemnité d'imprévision. Donc tout ça a été jugé compliqué. Par ailleurs, voilà, le texte n'excluant pas formellement une modification sèche du prix, donc des voix se sont élevées en considérant qu'on devait pouvoir utiliser cet article pour modifier
le prix. Ce qui, d'après nous, soulève un certain nombre de questions, puisque si on peut utiliser cet article pour modifier le prix en face de circonstances exceptionnelles, comment l'applique-t-on? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on peut commencer à renégocier les prix dès le premier euro de perte de l'entreprise, ou faut-il un seuil comme en matière d'imprévision? Est-ce qu'on peut librement négocier les prix et à ce moment-là, et couvrir l'ensemble de la nouvelle charge du titulaire? Et donc, on n'est pas plus du tout dans ce que prévoit l'indemnité d'imprévision, parce qu'elle prévoit tout de même une forme de partage entre le titulaire et l'acheteur. Bref, un certain nombre de questions qui nous ont conduit donc à cette position que nous avons jusqu'à présent, mais qui nous ont aussi conduit à réfléchir, à saisir le Conseil d'État pour avis, pour qu'il puisse nous éclairer un peu sur la portée de cet article et voir comment cet article se concilie, qui est l'autre difficulté, se concilie avec la théorie de l'imprévision. Parce que si on peut modifier le prix et finalement intégrer les conséquences des circonstances exceptionnelles dans le contrat en modifiant le prix, à quoi sert la théorie de l'imprévision? Et cette théorie de l'imprévision, elle a été introduite dans le Code de la commande publique, à l'article L6, par le Conseil d'État. Donc voilà, raison pour laquelle on se dirige vers une saisine du Conseil d'État pour avis sur ces questions d'imprévision et de modification du prix du contrat. Alors, je suis un petit peu désolée parce qu'on a commencé cette matinée en expliquant que finalement on avait beaucoup de questions, beaucoup de pistes de réflexion. Ça paraissait un peu plus bordé du côté marché public de travaux. Et puis voilà, je conclus en vous disant que finalement, on a aussi, nous, des interrogations sur la manière d'appliquer cette théorie de l'imprévision marché public par rapport à ce qui existe dans le Code de la commande publique. Et j'ai oublié de le préciser, qui est assez récent, puisque ce fameux article qu'on ne sait pas très bien comment appliquer résulte de la transposition des directives de 2014. Vous n'avez pas de réponse à apporter à toutes les questions qui vous ont été adressées? Alors, j'étais très contente d'être représentante des pouvoirs publics avec Nicolas. Malheureusement, moi, mes compétences en tant que direction des affaires juridiques se limitent aux règles de la commande publique. Donc, voilà, je ne peux pas... Mais je relayerai l'ensemble des interrogations, dont d'ailleurs j'ai parfois entendu parler dans d'autres cercles. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre invitation et de cette matinée extrêmement riche qui montre toute la complexité de la situation actuelle que l'on voit malheureusement à la médiation des entreprises dans l'ensemble du tissu économique aujourd'hui. Et notre objet, là aussi, j'ai bien pris note, avec Laure Bédier, effectivement, des sujets avec les pouvoirs publics. Nous, notre parti, c'est bien évidemment d'être à l'écoute et dont acte, mais sur les problématiques qui se posent par rapport aux difficultés actuelles. Mais surtout, notre action, elle va porter sur la solidarité économique. C'est ce sur quoi porte notre action et ce sur quoi je vais m'arrêter quelques instants par rapport aux enjeux que j'ai cru comprendre dans le cadre des échanges ce matin, et des outils qu'on peut vous apporter de manière très opérationnelle dans le cadre de cette crise à caractère multiple que nous traversons tous et toutes. La médiation des entreprises, c'est un organisme public qui a pour objet de renforcer la confiance entre les acteurs économiques de toute taille, qu'ils soient privés ou publics, à travers, tout d'abord, un outil qui en ce moment a, je crois, une actualité assez forte, qui est celle d'un outil de médiation, de mode amiable de règlement des différends, afin de permettre à tout acteur économique, quelle que soit sa taille, quel que soit l'enjeu contractuel, puisque c'est ce sur quoi porte la médiation des entreprises qui se pose, de permettre, grâce à l'intervention d'un tiers neutre, formé, gratuit, nous sommes un service public, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, est nommé par le président de la République, placé auprès du ministre de l'économie. Et donc cette médiation va permettre, dans un cadre confidentiel, neutre, d'exposer la difficulté, la tension qui est à l'œuvre, et d'aider les parties, vous-même et l'autre partie, à trouver la solution qui convienne à tous. Cet outil qui a une dizaine d'années, a été particulièrement mobilisé, bien évidemment, depuis notamment la crise Covid. On faisait, avant la crise Covid, environ une centaine de médiations par mois. On est monté à plus de 300 médiations pendant la crise Covid. Et assez étonnamment, et je voulais partager ça avec vous ce matin, depuis quelques mois, je constate une baisse du nombre de saisines. On revient à une situation un petit peu antérieure. On n'est pas encore à la situation pré-Covid, alors que les sujets, on l'a vu ce matin, ne manquent pas.
Et donc, ce que j'en conclus, et je serais ravi d'échanger avec vous ces conclusions qui ne sont que bien évidemment partielles, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de tensions dans l'ensemble du tissu économique, et notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais qu'il y a aussi beaucoup de dialogue qui s'est instauré. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quelquefois, je commence à entendre aujourd'hui des dialogues qui se tendent énormément et qui, quelquefois, ne se tournent peut-être pas vers des outils tels que la médiation, qui sont d'autant plus efficaces qu'ils sont utilisés en amont de la tension. Et je pense que dans une période très complexe, avec les enjeux à la fois d'approvisionnement, les enjeux de prix, les enjeux de multiplicité des acteurs dans le cadre d'une chaîne extrêmement complexe, comme ce qu'on a pu voir ce matin, qui font que les discussions, même bilatérales, quelquefois ne sont pas suffisantes et nécessitent l'introduction d'autres acteurs dans le cadre de la résolution du différend. Eh bien, toutes ces raisons me font penser qu'il est tout à fait opportun de faire appel à la médiation, et par exemple la médiation des entreprises dans ce cadre. Donc ça, c'est un outil qui est à votre disposition. Alors, la limite, il y en a une, c'est celle que nous travaillons entre professionnels. Nous ne travaillons pas sur des médiations avec des particuliers, ce qui est une partie des enjeux que vous avez évoqués au cours de la matinée. Cet outil de médiation, il est effectivement adapté aux situations individuelles, il est peut-être moins adapté aux situations systémiques, et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le systémique, on y est jusqu'au cou depuis quelques mois. Donc de ce fait, dans ce cadre-là, le médiateur des entreprises a été missionné mi-2021 par le ministre de l'économie, le ministre délégué au PME et la ministre du Logement, pour pouvoir mettre en place 2 outils plus systémiques. Le premier, c'est un comité de crise BTP, qui réunit près de 15 acteurs de la filière du bâtiment et des travaux publics, dont la FFB et la FPI, afin de pouvoir traiter de manière, je dirais, entre acteurs de la profession, les comportements anormaux d'acteurs économiques structurants. Dans une période où la situation est extrêmement complexe, et on a parlé de cette logique de grands et de petits, avec des risques systémiques pour les plus faibles de la chaîne, quoi de plus opportun que de s'assurer que chacun joue bien son rôle dans cette solidarité économique de manière opérationnelle. Et le comité de crise a été mis en place à cet effet, afin de pouvoir traiter entre nous, entre guillemets, entre acteurs de la profession, les situations documentées anormales qui ne sembleraient, je dirais, pas tout à fait adaptées à la situation actuelle. Ce comité a, au dire de ses participants, créer un effet halo de dialogue, et je m'en remets à eux, dans le cadre des tensions qui pouvaient se mettre en place dans le cadre de cette crise, et qui continue, malheureusement, bien évidemment, et qui continue dans les semaines actuelles. Ce comité de crise a eu à traiter près d'une dizaine de dossiers de manière opérationnelle. D'autres arrivent, et heureusement, jusqu'à maintenant, on a eu 100% de taux de réussite. J'espère que ça va continuer dans les mois qui viennent. Donc ce comité de crise est aussi l'occasion de partager, d'appréhender la difficulté de la situation actuelle et de déterminer les pistes de travail qui peuvent être les nôtres dans les mois à venir. Il a une vocation temporaire, mais de l'avis des participants, on le maintient, on le poursuit, afin de pouvoir traiter de manière opérationnelle les tensions qu'on constaterait actuellement. Second outil mis en place dans le cadre de cette lettre de mission confiée au médiateur, c'est une médiation de filière, où là, l'objet est de travailler de manière co-construite à une amélioration de pratiques ou à l'expression de bonnes pratiques entre les différents acteurs de la filière, au maximum de l'amont, au maximum de l'aval. Bien évidemment, on cherche à avoir le maximum d'acteurs autour de la table afin que ces sujets soient portés de la manière la plus systémique possible, et pour travailler sur des bonnes pratiques qui soient opérationnelles et réalistes dans une période où c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Et comme le professeur Perrinet l'a remarqué, l'a signalé, et d'autres acteurs l'ont souligné au cours de cette matinée, ce sont des outils qui sont dans une logique économique et non juridique. On est vraiment aujourd'hui dans une situation de dynamique d'accompagnement des difficultés dans cette logique économique et non juridique. Les enjeux aujourd'hui, tels qu'on les pressent sur les mois à venir, ce sont des enjeux aussi territoriaux. Et comme cela a été rappelé donc ce matin par Madame Guénard-Salin, la mise en place des comités de crise départementaux BTP qui vient d'être annoncé dans le cadre du plan résilience sont des outils opérationnels pour les semaines et mois à venir,
afin de pouvoir signaler, via ces comités de crise départementaux animés par le préfet, les difficultés qui se présentent sur le terrain, et la médiation des entreprises est associée à la mise en place de ces comités départementaux pour faire remonter, soit à travers des médiations individuelles, soit à travers les comités de crise, soit à travers, si on est sur des sujets plus systémiques, la médiation de filière, accompagner ces enjeux territoriaux à la bonne granularité qui peut se poser par rapport aux enjeux individuels d'acteurs et aux enjeux plus systémiques. Je voudrais terminer ces éléments de contextualisation par l'importance du dialogue. Ça a été rappelé à plusieurs reprises ce matin. Le dialogue dans la filière est opérationnel pour travailler sur d'autres filières. La filière construction représente à peu près 20% de nos saisines. Pour le voir par rapport à d'autres filières économiques, c'est une filière où il y a un véritable dialogue. On peut le voir, c'est quelquefois très compliqué, c'est quelquefois très tendu. Mais enfin, il y a une culture du dialogue qui est mise à rude épreuve en ce moment, mais qui existe et qui, je crois, est une culture sur laquelle vous pouvez vous appuyer afin de trouver des solutions dans cette situation extrêmement complexe qui est la nôtre actuellement. Vous avez parlé du succès des médiations. Je pense que les entreprises comme les promoteurs, ça a été exprimé ce matin, tiennent au délai. Est-ce que vous pouvez nous évoquer le délai moyen d'une médiation ? Oui, merci beaucoup. Donc, quelques métriques sur les médiations. Donc, les délais moyens sont de 2 à 3 mois en termes de résolution à partir du moment où vous déposez sur notre site internet médiateur-d-entreprise.fr votre dossier. Donc ça, c'est une moyenne. On peut aussi, en quelques semaines, trouver un soutien à la résolution du différend. Pour information, le fait de signaler la saisine de la médiation peut déjà être un élément déclencheur de dialogue. Un certain nombre de fédérations professionnelles nous l'ont souligné, donc je vous le rapporte. Ce dispositif de médiation donc, a un taux de réussite de 70%, ce qui signifie que vous avez des chances raisonnables d'arriver, je l'espère, à un résultat qui vous semble satisfaisant. Et notre obsession, c'est le maintien des relations économiques. C'est-à-dire que quand il y a lieu, bien évidemment, il s'agit certes de résoudre un différend, mais il s'agit tout autant, si ce n'est plus, de garder la qualité de ce qui a fait un moment que deux parties ont souhaité travailler ensemble. Donc nos médiateurs sont formés à cela. Et donc c'est ce que nous mettons en œuvre lorsque nous sommes saisis. Vous pouvez également, les sujets sont extrêmement divers, on les a abordés ce matin, extrêmement complexes. À côté du bouton « Nos saisir » sur le site internet, vous avez un bouton « Nous écrire »,« Nous parler » pour qu'on ait un échange informel en toute confidentialité en amont de toute saisine pour que nous puissions tout simplement échanger sur votre difficulté en amont. Oui, Sophie Michelet-Mazeran, journaliste, toujours sur le sujet de la médiation. Qui rédige le protocole de médiation et est-il homologué par le juge ? Est-ce qu'on peut avoir en fait toute la procédure jusqu'à son aboutissement heureux ? Donc, ce sont les parties qui rédigent leur accord, avec le soutien, bien évidemment, en présence du médiateur, mais ce sont les parties qui rédigent leur accord. La dynamique de médiation en tant que mode amiable, c'est la dynamique de recréer du dialogue ou de créer un dialogue lorsqu'il est insuffisant entre les parties. Donc, le médiateur ne va pas se positionner comme le sachant en disant écoutez, je vous propose telle ou telle articulation, mais davantage être poussé au dialogue et ensuite à la rédaction de l'accord entre les parties. Il peut être homologué par le juge, tout à fait. C'est quelque chose sur lequel nous ne nous positionnons pas, qui est de l'ordre des parties, mais qui n'apparaît pas, alors par expérience, on a maintenant quelques milliers de médiations au compteur, entre guillemets, qui n'apparaît pas quelque chose de forcément déterminant dans la qualité de la mise en application de la médiation, parce que comme cet accord est pleinement rédigé par les parties, cela présuppose de ce fait qu'elles sont pleinement conscientes de ce vers quoi elles vont aller, et de ce fait, l'accord est respecté. Donc, pour information, on a un petit service après-vente, c'est-à-dire qu'on s'assure que tout se passe bien. On ne considère pas qu'on a fini notre travail lorsque l'accord est signé. Et effectivement, l'intérêt de la médiation dans ces cas-là, c'est que l'accord se met effectivement en œuvre, puisque ce sont les parties qui l'ont déterminé entre elles. J'en profite, j'ai intercepté le micro, mais je prends 2 secondes la parole pour remercier tous les intervenants. Séverin Batucci, secrétaire général de la FFB. Oui, c'est compliqué, en fait. C'est vraiment l'évidence à l'issue de ce débat. Je pense que c'est bien aussi de rappeler les bonnes pratiques d'autrefois. Je suis un vieux juriste en droit de la construction, moi. Et quand j'ai commencé ma vie aux côtés des entreprises, on révisait. C'était tout à fait, comme disait Béatrice, les usages. C'était dans les mœurs. On ne se posait même pas la question. Évidemment, après une longue période sans inflation, on a oublié tout ça.
Donc il faut rappeler les bonnes pratiques, ça a été très bien fait. La norme NFP 03001, elle est heureusement là, elle était là pour justement éviter aux parties des situations difficiles dans les cas difficiles. Alors, je conçois bien que, évidemment, c'est aussi un peu le jeu du mistigris. Hein. Les surcoûts, ils existent, ils sont réels, je crois que personne n'en doute maintenant, quitte à jouer cette transparence des prix qui est nécessaire. Il faut montrer aux clients des entrepreneurs que ce n'est pas un effet d'aubaine, hein. Personne ne cherche à en profiter, c'est une situation très dure dont on ne sait pas quand on pourra sortir. Donc il faut être intelligent, trouver les bonnes formules. Il y a eu beaucoup de pistes évoquées, mais au final, il y a un problème financier. Et donc les clients finaux sont peut-être mal accompagnés, je ne sais pas. Enfin, on n'avait pas de banquier autour de la table, c'est certain que le débat est aussi là. Il faut que les surcoûts soient supportés par les clients finaux avec des financements. Ça va de soi. N'oublions pas quand même que tout consommateur paye le prix quand il va faire ses courses. Il faut peut-être que les clients de travaux comprennent aussi que on n'est plus dans une période de stabilité de prix comme avant. Et donc, c'est une évolution. On doit accepter l'inflation qui est là. Voilà, je ne fais pas beaucoup avancer le schmilblick, mais c'est un changement de paradigme. Hein. On n'est pas dans une période simplement temporaire, comme on avait pu le connaître d'ailleurs en 2005. J'ai connu la crise de l'acier en 2005, où là, je crois que les promoteurs se disaient, bon, ça va passer, c'est pas très long. Et en effet, ça a été une crise assez fugace. Là, c'est différent. On est complètement perturbé et pour longtemps. Donc il faut s'adapter. L'effet d'élasticité des prix et des capacités de payer est quand même limité. C'est-à-dire les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, j'espère qu'on sera toujours dans ce débat de négociation, de discussion, de dialogue, et non pas dans une crise systémique qui bloque tout. Et là, un autre vieux juriste de construction peut te dire que dans les années 90, c'était vraiment très très triste. Et il ne faut pas revivre la même chose, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et au nom de Juredim et la FDCI, je vous annonce qu'il y aura d'autres colloques bientôt.